Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners et bienvenue de retour dans Coup de canon, votre podcast qui vous avait très probablement énormément manqué. L'actualité de d'Arsenal, commence à être un petit peu intéressante avec notamment la signature en début de semaine de Martin Zubimendi. Cet épisode sera donc consacré aux joueurs, à ce qu'il va pouvoir apporter. Et pour m'accompagner aujourd'hui, mon ami Louis. Louis, sois le bienvenu. Salut Raoul, salut à tous. Louis, si tu le permets, juste avant de lancer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je souhaiterais, probablement au nom de l'ensemble des membres de l'ASSO, d'Arsenal French Club, je voudrais qu'on revienne très rapidement sur le drame qui est survenu il y a de ça maintenant peut-être une semaine, et le décès de Diogo Jota et de son frère. Alors, on n'est pas un média super important, on est fan d'Arsenal, mais comme tout fan d'Arsenal, ben, on vibre chaque week-end au son d'Arsenal et de la Première Ligue. Et Diogo Jota faisait partie de cette famille de la Première Ligue. Et je tenais juste voilà, à apporter d'une part notre soutien aux supporters de Liverpool, ça ne doit pas être évident d'être à leur place, à sa famille, à ses proches. Et puis dire bien entendu qu'on est très touché par la disparition beaucoup trop jeune de ce joueur qui, rappelons-le, était encore il y a quelques semaines de ça champion d'Angleterre. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse qui me semblait importante. L'idée n'était pas de plomber l'ambiance, mais voilà, on se joint en tout cas à tous ceux qui éprouvent énormément de tristesse actuellement et on leur souhaite bon courage. Ceci étant dit, Louis, on va parler de choses un peu plus heureuses. Alors, c'était pas un secret de polichinelle, puisque son arrivée était annoncée quand même depuis le mois de janvier. C'était un travail de Jason Aito déjà avant son départ et avant la nomination de Bertha. Et c'est une arrivée qui a été officialisée, je le disais, en début de semaine. Alors, il y a des aspects financiers, on va peut-être pouvoir en parler très rapidement, mais pourquoi ça s'est pas fait avant, alors qu'il y avait une clause libératoire? D'une part, le club de la Real Sociedad voulait attendre la fin du mois de juin, pour des raisons, on va dire, plutôt de bilan. Et, euh, et nous, on a payé un peu plus que la clause libératoire. Et pourquoi on a fait ça? Bah, tout simplement parce que si tu payes la clause libératoire, tu es obligé de la payer en une fois. Alors que si tu es au-delà de ce montant-là, en fait, tu peux échelonner le paiement du transfert et ce qui nous permet de jongler avec les chiffres et toujours d'être très à l'affût de cette fameuse limitation budgétaire auquel on essaye d'être le plus près possible, contrairement à d'autres clubs. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça ou est-ce qu'il y a des précisions à apporter, Louis? Oui, non, je pense que c'est une bonne entrée en matière, effectivement. Bon, alors, un nouveau Martin rejoint le milieu de terrain d'Arsenal. Après Martin Odegaard, on a un Martin Zubimendi, et puis bah, du coup, on va l'appeler Martin Rice. Comme ça, on aura les trois Martins au milieu de terrain. Je pense, c'est une blague très nulle, mais je pense qu'elle va sortir dans pas très très longtemps. Tu te rappelleras de cette blague très pourrie et de ce moment de solitude à un moment donné dans la Le, saison. Tu le, verras. le monde s'en souviendra. Pour le monde, je sais pas, mais peut-être nos auditeurs. Euh, Zubimendi est enfin un Gunners. Il portera le numéro 36. 36, voilà. Le 16, c'est pour un autre joueur. Et il a commencé, ça y est, il était à la reprise de l'entraînement à Colnay en début de semaine. L'idée de cet épisode, Louis, c'est de voir un petit peu qui est le joueur, d'une part, et ça, je sais que tu vas forcément me sortir quelques stats et quelques chiffres qui seront probablement très parlants ou sur lesquels on pourra revenir. Mais il fallait compenser le départ, je vais pas dire tant attendu pour certains, mais quand même, de Thomas Partey, la non-prolongation de Thomas Partey, le départ de Jorginho qui avait été acté depuis un
certain temps. Et il nous fallait un nouveau numéro 6. Encore une fois, on le savait que depuis le mois de janvier, c'était quand même chose presque faite. C'est désormais officiel. Et donc, du coup, avec l'arrivée de Zubimendi, j'ai envie de dire que c'est peut-être un nouveau style de jeu, ou en tout cas un nouveau profil qui va prendre la place de numéro 6. Tant et si bien que Zubimendi soit le profil idéal et titulaire à ce poste-là. Puisque je pense que, très honnêtement, vu la saison que Rice a fait en 8, l'idée première d'Arteta, ça serait de laisser Declan Rice en 8. Après, on parlera un petit peu des dispositions possibles dans ce milieu de terrain-là, mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que Zubimendi, pardon, arrive en tant que titulaire au poste de milieu récupérateur. Tu peux nous en dire un peu plus, Louis, sur le joueur et puis déjà peut-être aussi ton ressenti par rapport à ce transfert. Bah, mon premier ressenti, déjà, bah, forcément, je suis très heureux de voir un joueur comme Martin Zubimendi rejoindre Arsenal. Très heureux parce que c'est une cible de très longue date, tout de même. On se souvient que déjà, c'était une cible sous Edu. On sait que Jason Aito avait réactivé la piste cet hiver, mais que Zubimendi, pardon, avait refusé, même la Sociedad aussi, de quitter son club formateur en pleine saison. Et donc là, enfin, après des mois et des mois, voire même des années de lutte acharnée, parce qu'il faut savoir qu'on n'était pas les seuls sur le dossier, évidemment. Il y avait notamment Liverpool l'été dernier qui avait tenté aussi de lever sa clause libératoire, mais le joueur avait refusé de quitter la Sociedad. Le Real était également chaud là sur les dernières semaines slash derniers mois pour faire venir Martin Zubimendi dans le projet de Xabi Alonso, mais bon, on avait rapidement pris l'avantage. Déjà, je suis très heureux parce que c'est un joueur qui, comme on peut le deviner de par mes propos, était très attaché à son club formateur de la Real Sociedad, de la Real Sociedad, pardon. Donc faire venir des joueurs qui sont très attachés à leur club formateur, c'est toujours très compliqué. Et ça montre qu'on travaille nos sujets en profondeur, qu'on perd pas nos moyens face à des refus ou face à des nouvelles pistes ou face à des situations qui sont quand même assez périlleuses. Parce que comme tu l'as dit, on perd actuellement nos deux milieux de terrain libres qui sont Partey et Jorginho. Donc forcément, ça implique de devoir bien cibler, bien recruter. Et en ce sens, je pense que Martin Zubimendi, 26 ans, basque comme Mikel Arteta, vu son profil, ça a tout pour moi, de la bonne pioche, avec en plus un prix qui est certes élevé, comme tu as dit, on a payé un peu plus pour étaler un peu plus nos paiements, parce qu'on le rappelle à nos auditeurs que, alors certes, 60 millions ou un peu plus pour un club anglais, c'est largement atteignable, d'autant plus un club anglais qui joue avec des champions et qui joue au top 4. Mais une clause libératoire, ça implique bien souvent de sortir la somme en inversement. Et sortir 60 millions en inversement, même pour les clubs anglais, c'est complexe. C'est notamment pour ça que le deal Nico Williams a capoté au Barça ne s'est pas fait chez nous et ne s'est pas fait aussi dans d'autres clubs bien plus riches que nous. C'est-à-dire que sortir 60-70 millions en inversement en plus du salaire, économiquement, il faut être très, très, très solide. Donc, je suis très content déjà qu'on a réussi ce deal. Financièrement, c'est un deal, je pense, qui, en le faisant plusieurs versements pour nous, qui est largement acceptable et amortissable. Donc, ouais, très, très content. Et en plus, un deal qui se fait assez tôt dans la fenêtre de transfert. Donc, ça, c'est cool de l'avoir pour la préparation. Et tu l'as dit, c'est un joueur qui était très attaché à son club formateur. On n'a pas donné son âge, on peut le donner, c'est 26 ans. Exactement. Donc c'est un joueur qui n'est pas très jeune, mais qui reste jeune. On est sur Qui est un dans la contrat, maturité, ouais. voilà, qui est dans la maturité et qui est sur un contrat à longue durée. Mhm. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Avant de rentrer dans le profil du joueur, Louis, j'aimerais juste avoir ton avis. Euh, on parle beaucoup, et tu en parles beaucoup, limite il te fait peur des fois de Bertha et de sa façon de faire et de ce qu'il est en train de mettre en place depuis son arrivée. Mais juste pour moi,
tu attribues ce transfert à Bertha ou à Eto? Alors, je l'attribue à aucun des deux. Pour moi, je l'attribue à Edu, qui était le premier à travailler sur le sujet et à faire le travail de fond, on va dire, avec la Real Sociedad, notamment au moment du deal avec Merino, etc. On sait qu'il en a profité aussi pour avancer sur le deal Zubimendi. On sait que Edu appréciait énormément Zubimendi, tout comme Arteta. Donc, Eito a tenté, comme je dis, de réactiver le deal cet hiver, je pense, à juste titre, mais il a vite été stoppé par le club et par Zubimendi. Donc, je pense que, alors c'est tout à son honneur aussi à Bertha de conclure ce deal, parce qu'on sait que bien souvent, même si tu fais le bon travail de fond, conclure un deal, c'est toujours complexe ou ça peut être source de complexité. Mais pour autant, je pense que Bertha arrive en bout de chaîne, mais il a quand même le mérite d'avoir conclu ce deal. Mais tout le travail de fond a bien sûr été effectué par Edu et par Arteta. Il y a de ça pas mal de mois. Euh, Merci d'avoir répondu et je trouve super intéressant parce que même si Bertha est en train de faire des choses qui sont relativement intéressantes et surtout dont on n'avait pas l'habitude, mais il faut aussi savoir rendre à César ce qui est à César et il s'est probablement occupé de la finalisation du dossier, mais le travail de fond avait été fait bien en avant et le fait que Aito ait tenté de récupérer le joueur au mercato hivernal, pardon, de la précédente saison était un coup de poker, mais en tout cas, déjà qu'il n'avait pas réussi, mais en tout cas, c'était annoncé que le joueur allait venir chez nous dès cet été. Donc c'est plutôt intéressant. Et tu as également précisé, ça c'est la petite pique très amicale à Méchad, que c'est un joueur qui était approché par d'autres clubs, et notamment Liverpool et le Real Madrid. Donc du Oui, coup, la petite dédicace à Méchal, parce que souvent Méchal il dit si c'est un joueur qui n'est pas convoité par d'autres grands clubs, c'est que c'est pas forcément un joueur intéressant. Et là du coup, je suppose que Méchal doit être très très content de l'arrivée de Zubimendi, puisque on arrive à rafler ce joueur-là à d'autres grands noms qui étaient également sur le dossier. Martin Zubimendi, 26 ans, je le disais, c'est un joueur qui a déjà de l'expérience en Liga, puisque depuis la saison 2020-2021, il culmine à plus de 30 matchs de Liga par saison. Donc c'est plutôt un joueur qui est très régulier. C'est un joueur qui a connu également l'Europe, principalement la Ligue Europa avec son club, mais qui a connu la Ligue des Champions en 2023-2024, puisqu'il a disputé 8 matchs avec ce club-là. Tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est un peu les recherches que j'ai fait. Et cette saison, c'est ouais, 36 matchs de Liga pour 2 buts et une passe décisive. Et alors, carton jaune, on s'en fout, c'est carton jaune, mais c'est un joueur qui n'a pris aucun carton rouge. Donc, on peut parler déjà, dans un premier temps, d'une discipline, parce que quand tu joues à un poste de milieu défensif, que tu joues le Real Madrid, que tu joues Barcelone, que tu joues l'Atlético Madrid, c'est-à-dire tu prends quand même de certaines vagues, et puis on voit de par ses stats déjà qu'il n'a pris aucun carton rouge ni en Liga. D'ailleurs, depuis 2018-2019 et sa première apparition en Liga, c'est un joueur qui n'a pas jamais pris de carton rouge. La même chose en Ligue Europa, jamais pris de carton rouge. Et en Ligue des Champions, 2023-2024, zéro carton rouge. En fait, je crois qu'il n'a jamais été exclu. Assez oui, rare, oui, pour être oui. souligné quand même. Oui, alors c'est un des. On va commencer à rentrer dans le sujet, mais c'est un des gros points de Zubimendi, c'est qu'on parle de lui comme un joueur très intelligent. Donc très intelligent dans son comportement, très intelligent dans son placement, très intelligent dans sa façon de jouer au football. Donc effectivement, il sait se placer au bon endroit et il évite, surtout dans ses déplacements et dans ses interceptions, de prendre des risques inutiles. Donc c'est pour ça que ça reste un joueur qui est assez propre, assez élégant à voir jouer, parce qu'il travaille beaucoup dans la lecture du jeu et dans l'anticipation, ce qui fait qu'il se retrouve très rarement en fait dépassé et en difficulté. C'est d'ailleurs le sélectionneur espagnol parle de lui, Zubimendi, qui a à peu près, je crois, 19 sélections en équipe d'Espagne. Il parle de lui comme une copie quasi conforme de Rodri, dans ce sens où il arrive toujours à très bien se placer, toujours être très propre dans ses interventions et au final avoir le moins de déchets possible. Donc ça, c'est effectivement
un des piliers du jeu de Zubimendi, si je puis dire. Et un autre fait qui est quand même intéressant pour nous, même si on sait qu'avec Arsenal, c'est toujours quelque chose qui est à prendre avec des pincettes, mais c'est un joueur qui est extrêmement fiable, qui se blesse quand même assez rarement. Je vois que ses dernières blessures elles remontent à la saison 2023-2024 avec 5 matchs manqués, tu vois. Donc la saison dernière, il n'a pas du tout eu de blessure. Donc, alors, comme j'ai dit, avec Arsenal, ça, c'est toujours un peu le running gag où on recrute des mecs fiables. Et finalement, au premier entraînement, tu as Gabriel qui va lui retomber dessus sur un contact aérien et va disparaître pendant 3 semaines, enfin pendant 3 mois, comme avec notre ami Merino. Mais c'est quand même assez important pour le souligner, c'est que il est capable, en théorie, d'absorber l'intensité des matchs européens, de la répétition d'efforts et des matchs de championnat. Et c'est forcément quelque chose dont on aura besoin, puisque sans parler de complémentarité ou de polyvalence au poste, pour le moment, c'est le seul milieu récupérateur avec Declan Rice qui est capable d'évoluer à ce poste-là, à moins de faire descendre Merino, mais voilà, c'est un peu plus compliqué. Euh, on a parlé de la fiabilité du joueur d'un point de vue physique, de son expérience aussi de la Liga et de l'Europe. C'est un international espagnol également. Je pense que tu vas venir avec des stats qui vont être un peu plus parlantes, notamment Oui, les interceptions, des choses comme ça. Et tu sais que moi, c'est des choses qui, je vais pas dire qui ne m'intéressent pas, mais sur lesquelles je n'ai pas le réflexe d'aller chercher. Donc, je te propose de te laisser la parole et de nous exposer un petit peu les stats les plus parlantes et peut-être les plus importantes pour un joueur qui évolue au poste de milieu récupérateur. ouais, alors effectivement, j'ai sélectionné quelques stats qui vont aider nos auditeurs à bien comprendre le profil qu'est Zubimendi parce que, en fait, dans les faits, c'est quand même un profil qui est très différent de ce qu'on avait avec Partey. Donc, déjà, Zubimendi, il est dans le top 10 des joueurs qui a réussi le plus de duels défensifs en Liga en 2024-2025. Donc, déjà, Zubimendi, premier pilier, c'est un excellent joueur défensif, un excellent récupérateur et un excellent joueur dans tout ce qui va être le travail défensif et la transition défensive. Au sein de son équipe, aucun joueur de la Real Sociedad n'a réussi plus de passes et a touché plus de ballons que Zubimendi lors de la saison dernière 2024-2025. Deuxième aspect de son jeu, Zubimendi, c'est une plaque tournante. Il adore toucher le ballon, il adore faire des passes, il adore casser des lignes. C'est le cinquième dans le classement des milieux de Liga avec le plus de passes et sixième au niveau des interceptions. Donc ça rejoint un peu mes deux premiers piliers qui étaient le travail défensif et l'orientation du jeu, l'aspect plaque tournante. C'est-à-dire que même face à des mastodontes où il y a des joueurs du FC Barcelone, du Real Madrid, de l'Atlético Madrid, bah finalement, dans une équipe qui est quand même pas dominante dans son championnat, il arrive quand même à se placer dans les meilleurs joueurs à son poste par rapport à des joueurs des milieux du Real, de l'Atlético ou même du Barça. Ce qui va différer par rapport à Partey, c'est que c'est un joueur qui aime jouer beaucoup plus bas que Partey. J'invite nos auditeurs à comparer un peu aussi les hitmaps de Partey et de Zubimendi. Elles sont radicalement différentes. On a Partey, effectivement, qui aimait bien se placer dans la construction du jeu un peu proche de ses défenseurs, j'ai envie de dire. Mais on avait un Partey, si tu te souviens bien, balle au pied, qui était souvent aspiré par l'axe droit du terrain, qui aimait bien se rapprocher d'un Saka, qui aimait bien se rapprocher d'un garde pour combiner. Alors que lui, Zubimendi, sur cette map, on voit un joueur qui va travailler beaucoup plus sur l'horizontalité du terrain, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va travailler beaucoup plus sur l'axe droit, sur l'axe central et sur l'axe gauche du terrain. Il va beaucoup plus bouger de manière horizontale plutôt que verticale. Il n'est pas aspiré forcément par l'attaque. Il aime bien toucher le ballon dans les phases défensives, peu importe où il est sur le terrain, et orienter le jeu. À titre d'exemple, il est dans le 90e percentile en termes de touche de balle dans sa propre surface. Donc ça veut dire qu'il fait mieux que 90% des milieux de terrain de Liga dans le fait de toucher le ballon dans sa surface. Donc il descend, on voit bien qu'il descend très très bas pour animer et orienter le jeu face à lui. Alors que Partey, lui, dans le 51e percentile.
Donc tu vois qu'il y a une grosse différence d'écart dans la zone où ils vont toucher le terrain. En première ligue, par contre. En première ligue, Ouais. exactement, en première ligue. Comme tu l'as dit, comme on l'a dit, c'est un joueur qui est très élégant balle au pied, qui est très fiable et qui est très propre du coup dans l'orientation et dans les passes qu'il va effectuer, mais il est aussi très propre dans les dribbles qui l'amène dans son jeu. Il a 68% de dribbles réussis, ce qui le place dans le 93e percentile des milieux de Liga. Donc en clair, en termes de dribbles réussis, il fait mieux que 93% des milieux de Liga, ce qui est quand même énorme. Il y a un autre aspect de son jeu dont on parle un peu moins par rapport, on va dire, à son jeu de passe, à son placement. Et ben, c'est sa capacité à être excellent dans les duels aériens. Euh, Zubimendi, c'est un joueur qui n'est pas très grand, on va dire. Il fait un mètre, voilà, pas très grand entre guillemets, il fait un mètre entre 1,80 m et 1,85 m, je ne sais plus exactement. Mais pourtant, il a un excellent jeu de tête, ce qui le place dans les meilleurs milieux de Liga en termes de duels aériens remportés. Donc là, quand on connaît Arteta, c'est également un point qui est important. Donc en résumé, si on peut résumer le profil de Zubimendi, c'est un joueur qui va nous être très intéressant dans la construction du jeu. C'est un meneur de jeu très bas, on va dire, qui adore bouger entre les lignes, se sortir du pressing par le dribble et casser les lignes par le dribble. Il prend beaucoup aussi de risques par la passe. Il adore jouer long, adore jouer vertical. Donc ça, c'est peut-être ce qui va nous changer par rapport à Partey. Tu te souviens, on avait souvent discuté, au moins, ce que je reprochais à Partey, c'est dans les phases de build-up, dans les phases de construction, je le trouvais trop frileux au niveau de la construction. Et ben là-dessus, Zubimendi, il sait faire, il sait se retourner, il sait prendre le ballon dans l'axe central du terrain et ensuite distiller des passes à droite, à gauche, en avant, des passes longues, des passes moins longues, des passes courtes. Ça va vraiment être une plaque tournante beaucoup plus que Thomas Partey. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle dans le fait où on a été en difficulté la saison dernière face à des blocs bas. Donc, quand on a un joueur un peu à la Jorginho qui, très bas, sait distiller les bons ballons au bon moment et gérer le tempo, ça, je pense que pour des joueurs comme Saka, pour des joueurs comme Martinelli ou pour des joueurs comme Havertz, ce sont des joueurs qui vont être très intéressants. Ouais. Euh, du coup, si moi je devais le résumer avec mes propres mots, sans aucune stat, ou si je devais faire une synthèse de ce qui vient d'être dit, sous ton contrôle bien entendu, on a un profil qui va être légèrement différent de celui de Thomas Partey. On a un milieu de terrain défensif, un 6 qui d'une part va être déjà beaucoup plus axial, en tout cas qui a une habitude beaucoup plus axiale. Et si on essaye d'imaginer quels peuvent être les avantages déjà de cette situation-là par rapport aux années précédentes et le milieu de terrain, par exemple, type que l'on avait l'année dernière avec Partey, Rice et Ødegaard, c'est déjà que la transition potentiellement de la droite vers la gauche va être déjà beaucoup plus rapide. Ce qui nous manquait, puisque Partey dézonait quand même énormément à droite pour aller Oui, faire non plus un triangle entre, par exemple, Timber, Ødegaard et Saka. Ça faisait presque un carré avec Timber, Partey, Ødegaard, Saka. Là, on va garder le triangle à droite, quels que soient les joueurs. On aura le même triangle à gauche, quels que soient les joueurs également, avec peut-être un poste un peu plus axial pour le latéral gauche si c'est Lewis Kelly qui évolue. Mais le fait d'avoir un milieu de terrain défensif plus axial va nous permettre d'éviter un schéma tactique que l'on a, d'après moi, beaucoup trop vu l'année dernière, à savoir Ødegaard, Partey, Partey, Saliba, Saliba, Gabriel, Gabriel, Lewis Kelly, Lewis Kelly, Gabriel. Et du coup, tu parlais à l'époque, la saison dernière, tu parlais de manque de profondeur, de manque de verticalité. Le fait d'avoir déjà pas un meneur de jeu, pardon, lapsus révélateur, mais un milieu défensif beaucoup plus axial et qui techniquement est capable d'accélérer le jeu, c'est déjà un point positif par rapport au profil que l'on a connu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? oui, oui, bah, tu l'as dit et je pense que au final, tu avais raison. C'est pas un lapsus, c'est qu'effectivement, je pense que Zubimendi est un meneur de jeu reculé, en phase de possession.
C'est ça. Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire qu'effectivement, Partey, il avait moins cet aspect meneur de jeu parce que l'orientation du jeu, c'était pas le point fort de son jeu, même si c'était au demeurant un bon joueur. Mais là, on a vraiment en face de nous un joueur qui est capable de prendre le ballon dans sa surface, de se retourner avec un dribble, de casser le pressing adverse et de distiller à droite, à gauche, ballon long, ballon central, ballon latéral. Il est capable de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as raison, c'est que la saison dernière, on était tombé dans une forme de C'est ça. j'arrive, on va le Un couper stéréotype. celui-là. Non, le stéréotype. Alors, un stéréotype, un jeu stéréotypé, exactement, voilà, j'y arrive. Il est à Un jeu jeun, je vous jure qu'il est à stéréotypé, jeun. Il est 19h, mais il est à jeun. c'est peut-être ça le problème. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, on dépendait beaucoup trop de ce qui s'est passé, de ce que c'est. Bon, alors là, j'y arrive pas ce soir. De ce qui se passait dans l'axe droit Ça du va être terrain. tellement drôle à réécouter. Ah, là, ça va être terrible. Celui-là, je l'écouterai pas, désolé. Donc, on avait trop de triangles où on était trop dépendant de ce qui s'est passé dans ces triangles. Mm. Et là, on a enfin peut-être un joueur meneur de jeu reculé qui va être moins dépendant de ce qui va se passer sur l'axe droit du terrain et qui va être capable d'influer à droite, dans l'axe central et dans l'axe gauche du terrain. Ouais. Et je crois que tu l'as déjà utilisé ce terme-là. En tout cas, moi, c'est ce que je m'étais noté. C'est-à-dire que peut-être pas un meneur de jeu parce que son poste reculé est peut-être trop pas flatteur, mais trop optimiste ou présomptueux. Par contre, ça va être la vraie première rampe de lancement des phases offensives, qu'elles soient structurées ou plutôt en contre de l'équipe. Et c'est ce qui nous manquait un petit peu, où on avait souvent des joueurs qui avaient tendance à ralentir le jeu par le nombre de touches. Et en plus de ça, tu l'as souligné, c'est que, et là on parle toujours de son aspect offensif, c'est un joueur qui va maîtriser tant la passe courte que la passe longue. Donc on va Oui, pouvoir soit aller chercher la largeur, l'horizontalité sur le terrain, soit aller chercher la verticalité avec des... Encore une fois, aujourd'hui c'est beaucoup trop prématuré, c'est juste, oui. Toi, tu me mets le doute maintenant. D'annoncer des noms, mais je pense qu'on peut citer sans aucun problème Saka, par exemple. C'est un joueur qui va pouvoir prendre beaucoup plus la profondeur et qui va pouvoir attendre des longs ballons de la part de Zubimendi. Un petit peu comme Jorginho, je trouve que l'exemple, il est plus intéressant. En tout cas, le profil se rapproche plus d'un Jorginho en plus jeune qu'un Thomas Partey. Et ça, c'est plutôt oui, intéressant. je pense que en termes de profil, Zubimendi va plutôt remplacer Jorginho, on va dire en termes de profil et de En termes qualité. de profil, oui. Mais en Euh, termes d'importance dans l'équipe, il va plutôt oui, remplacer je pense numérairement qu'effectivement, Thomas Partey. Zubimendi arrive dans la peau d'un titulaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, on l'a dit, il ressemble plutôt à Jorginho en phase de possession, on va dire, donc dans la phase de build-up, dans la phase plutôt d'orientation du jeu. Par contre, sur les phases défensives, il va ressembler un peu plus à Thomas Partey dans sa façon de défendre. Dans C'est un joueur l'anticipation, ouais. dans l'anticipation et dans sa faculté aussi à casser les passes adverses. Mm. Au niveau des anticipations et dans sa faculté à casser les lignes de passe adverse, il a environ 1,36 anticipation sur 90 minutes par match la saison dernière. Alors que Partey, tu vois, tourné à 1,2 anticipation. Donc, tu vois, Zubendi est légèrement dessus, mais pour autant, c'est quand même un peu kiff-kiff. Donc, il est aussi très à l'aise dans les transitions défensives pour venir casser au bon moment les lignes adverses, pour venir se placer là où il faut pour récupérer les ballons. Donc, dans ce travail, sans ballon, il ressemble un peu plus à Thomas Partey. Ok. Euh, Tu parlais de son jeu de tête, j'ai regardé, il fait 1m81, donc c'est quand même Oui, une taille, c'est pas très grand, mais c'est, comment dirais-je, la relation ou le ratio taille et jeu de tête, il est assez bon de la tête par rapport à la taille du joueur. C'est ça que je sais pas si les gens comprennent ce que oui, je il veux est, dire, mais voilà. Il fait pas 1m95, il est pas prédisposé, pardon, à prendre tous les ballons de la tête. Par contre, en termes de stats, il est assez intéressant à ce oui, niveau-là. là-dessus, il est très bon. Il a 1,64 duels aériens remportés, ce qui le place dans le 86e quand même percentile des milieux de Liga sur la saison dernière. Donc effectivement, pour un joueur qui fait 1,80 m,
ça démontre quand même une certaine qualité dans son jeu aérien, malgré une taille qui reste modeste pour un joueur de football. Ouais. Euh, j'ai perdu le fil. Alors, attends. Avant de, avant d'imaginer ce que pourra être ou ce que pourrait être la rotation au milieu et les postes interchangeables, j'aimerais qu'on aborde juste un point rapidement. C'est de par l'aisance technique et le profil première rampe de lancement du joueur, de Zubimendi, est-ce que d'après toi, ça peut soit libérer Ødegaard, qui est notre meneur de jeu attitré? Est-ce que ça peut, au contraire, entre guillemets, comme s'il allait lui marcher sur les pieds en termes de profil et en termes de fonction offensive? Comment tu imagines déjà un petit peu l'association ou qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter au jeu de Degarde par rapport à ce qu'on a connu d'une part la saison dernière avec principalement Thomas Partey ou Jorginho lorsqu'il remplaçait Thomas Partey, pardon. Comment tu imagines ça? Est-ce que tu penses que c'est un vrai plus pour Odegaard et sans oublier l'année contre-performance de notre capitaine également, quoi. Je sais Je pas si pense que tu ça comprends peut. le but de la Ouais, question, mais je comprends. Alors, j'essaie de m'imaginer ou de me projeter, mais moi, je pense que ça peut libérer quand même globalement notre secteur offensif. Euh, Parce que, comme on l'a dit, sa principale force à Zubimendi, enfin, un de ses atouts, c'est de savoir prendre le ballon dans sa surface, se retourner rapidement, casser le pressing adverse par la passe. Donc, quand tu casses le pressing adverse, tu as moins la sensation d'être acculé face à un bloc bas, d'être bloqué. Donc, c'est-à-dire que là où Odegaard était en difficulté la saison dernière, c'est qu'on avait un Odegaard qui, quand il prenait le ballon, bah, en face de lui, en fait, tout le monde était regroupé et c'était compliqué pour lui de trouver la solution parce qu'on avait en face de lui des lignes très resserrées. Et là où j'attends Zubimendi, c'est être capable justement de trouver Odegaard plus rapidement pour que Odegaard puisse avoir beaucoup plus d'espace et au final bah, savoir faire le jeu et trouver les bons décalages. Tu te souviens, on en avait parlé sur un de nos podcasts où c'était une sorte de petit débat qu'on avait eu. Où moi, ce que je reproche à Partey, c'était d'être très long et d'avoir très peu de prise de risque dans l'orientation de son jeu. mhm, Très long, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était long pour Thomas Partey. Il y avait beaucoup de touches de balle. C'était à la fin assez lent pour se retourner. C'était assez stérile dans ses prises de balle et dans l'orientation du jeu. Ce qui fait que quand il donnait le ballon à un joueur qui était dépositaire de la création, à savoir Odegaard, bah, au final, on avait déjà l'équipe adverse qui était regroupée devant nous. Et au final, bah oui, c'était très dur pour les joueurs au milieu de terrain de créer quelque chose quand on face, on avait deux lignes très regroupées. Donc là, ce que j'attends, c'est que Zubimendi puisse orienter les jeux beaucoup plus rapidement dans la première relance pour au final avoir beaucoup plus d'espace qui puisse rendre service au jeu de haute garde et à nos joueurs offensifs. Mais je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, tu l'as dit, qu'est-ce que pourrait apporter Zubimendi à notre secteur offensif? C'est trouver de la profondeur et de la verticalité dans notre jeu. Ce qui est d'ailleurs est assez rigolo puisque en ce moment, outre Guillaume Quérez, qui est aussi un joueur qui aime prendre la profondeur, on est en train de cibler un autre joueur qui porte pas mal de débats, puisqu'il s'agit d'un énième joueur de Chelsea, à savoir Madueke. Alors, Madueke, il a bien des défauts, ça je l'entends. Par contre, une de ses principales forces, c'est de savoir prendre la profondeur et d'être très vertical dans son jeu. Peut-être qu'il y a un lien de cause-effet, à savoir Arteta se dit, OK, je vais enfin avoir une première rampe de lancement qui est capable de rapidement trouver la profondeur, de trouver les longs ballons. Donc peut-être que maintenant, je vais pouvoir apporter vraiment des joueurs qui aiment la profondeur à mon schéma. Outre que, alors moi je pense que outre que Havertz, pardon, autre que Martinelli, qui est, je pense, le joueur de notre secteur offensif qui aime la profondeur. Et je pense que là, on peut beaucoup plus s'appuyer sur des joueurs qui vont être capables de prendre la profondeur. Parce que pour moi, par exemple, Saka n'est pas un joueur à proprement parler qui aime prendre la profondeur. Pour moi, Saka, c'est un joueur qui aime avoir le ballon dans les pieds, mhm. qui aime dézoner et qui aime combiner.
Mais la profondeur, alors je dis pas que c'est un joueur qui est lent et qui ne sait pas jouer la profondeur, il sait le faire. Mais pour moi, c'est pas la base de son jeu. Et là, on voit que le board et Arteta, avec les sites comme Gyökeres et Madueke, on s'oriente beaucoup plus vers des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur, justement parce que normalement, dans les faits, Zubimendi est capable d'apporter la profondeur à ces joueurs-là. Ouais. Euh, tu, tout ce que tu dis est très, très juste. Euh, mais je te propose non, pas de parler des points faibles, mais peut-être des interrogations que peuvent susciter, non pas l'arrivée de Zubimendi, parce que je pense elle n'en suscite aucune, mais peut-être les difficultés qu'il va pouvoir rencontrer, tant dans l'adaptation que dans l'intégration et le jeu de l'équipe que l'on connaît depuis maintenant quelques années. Et sur les points d'attention, on va dire ça comme ça, ou les interrogations que moi je peux avoir, Louis, il y a d'une part, alors c'est pas dans l'ordre d'importance, mais il y a forcément son intégration en première ligue, puisque c'est un joueur qui n'a connu qu'un championnat et qu'un seul club, et que donc on peut se poser la question de comment il va vivre ce double changement, et de club et de championnat, euh, puisque le championnat de première ligue reste quand même le championnat le plus difficile au monde, en tout cas d'après moi, et que autant on connaît des joueurs espagnols, latins, qui sont venus de championnats étrangers pour intégrer la première ligue et qui ont rapidement réussi, autant il y a également des jurisprudences de joueurs qui n'ont jamais su s'intégrer de par l'aspect physique, etc. Donc pour moi, ça va être l'un des points d'attention. Et l'autre point, avant de te laisser la parole, Louis, tu vas peut-être me prendre pour un fou, je ne sais pas, tu as le droit. Mais j'essaie de m'imaginer ce milieu à trois et le rôle que chacun peut avoir. Et dans ce milieu à trois, il y a, alors encore une fois, je le recite, il y a Zubimendi en 6, Declan alias Martin Rice en 8, et il y a Martin Ødegaard, je vais pas dire en 10, puisque on va dire dans un rôle de meneur de jeu. On connaît la préférence de Degarde d'évoluer sur le côté droit à proximité de Saka et du latéral droit et de créer le jeu, mais toujours de créer le jeu principalement de cette zone un petit peu, de cette ligne côté droit. Même si quand on regarde un petit peu les maps de circulation et de présence de Degarde, on voit que ça lui arrive de rentrer dans l'axe, ça lui arrive de se retrouver sur le côté gauche, mais majoritairement, et c'est un fait avéré, je pense que là-dessus, il n'y a aucune stat qui prouvera le contraire, le jeu de Degarde est très porté à droite. Et en fait, je m'interroge sur, je vais utiliser des mots forts, mais volontairement, hein, sur l'utilité de Martin Ødegaard avec Zubimendi et Declan Rice par rapport au profil de Ødegaard. C'est-à-dire que on va avoir un Declan Rice qui va être capable de percuter, balle au pied, d'aller apporter, d'être pas dire le 9,5, mais le deuxième ou troisième attaquant sur la réception d'un centre, etc. Il va avoir toute son importance. Également dans les phases défensives, ou peut-être quand tu prendras le bouillon, tu peux passer avec un milieu avec deux 6. Quant à Martin Ødegaard, quand tu analyses un petit peu son jeu, ses performances, ses qualités, c'est un joueur qui est capable de dribbler sur des espaces courts, qui est capable d'orienter le jeu, tout comme Martin Zubimendi, peut-être avec une bande de 20 mètres supérieure à Martin Zubimendi. Mais en fait, j'ai presque l'impression que potentiellement, les deux profils peuvent faire doublon. Et que j'ai l'impression, encore une fois, que Ødegaard va devoir peut-être, non pas changer son jeu, mais se réinventer dans une position peut-être un peu plus axiale ou peut-être dans un poste un peu plus de 9,5 dans ce 11 de départ pour garder une certaine importance et avoir une certaine plus-value pour l'équipe. Alors, j'ai utilisé des mots forts, je le sais très bien, je l'ai dit bien avant de commencer volontairement, avant que tout le monde me crie dessus. Mais est-ce que tu vois un petit peu la pensée que j'ai, l'interrogation que j'ai
Et si tu vois où je veux en venir, tu en penses quoi? Est-ce que tu es complètement un peu d'accord avec moi ou est-ce que c'est quelque chose qui ne t'a pas, voilà, que tu ne partages pas? Voilà, je sais pas. Alors, je vais répondre sur alors, point par point. Sur le point de l'intégration, effectivement, tu as raison, c'est une question qui se pose. Surtout que je me souviens en cours de saison, sur un space, on avait reçu un auditeur qui était basque, qui allait, alors Quick, j'oublie à chaque oui. fois, oui, exactement, qui a fait une très bonne intervention sur notre space et qui parlait justement de Zubimendi et du Camerino. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, il nous avait dit que lui, quand il allait voir la Sociedad en Espagne, en tant que basque, il avait été beaucoup plus impressionné par Merino que par Zubimendi. Et effectivement, quand on voit la saison que vient de passer Merino, qui a été très moyenne, si on Dans peut le rester. poste pour lequel on l'a recruté. Oui, c'est ça. Alors, au neuf, en poste de neuf, il nous a sauvé bien des situations, il a sauvé les meubles. Mais effectivement, dans son rôle de milieu de terrain, là où on l'attendait et ce pour quoi on l'a acheté, bah, ça a été quand même très compliqué pour un joueur qui, du coup, d'après ce qu'on a entendu, était bien au-dessus de Zubimendi. Donc, effectivement, l'intégration, ça va être un point important, surtout qu'on attend de lui qu'il soit titulaire d'entrée. On l'a pris pour être titulaire. On a bien compris qu'avec l'achat de Norgard, on y viendra plus tard, mais on achète plutôt de l'expérience de première ligue et un rôle de backup. Mais effectivement, Zubimendi arrive dans un rôle de titulaire, alors que Merino, à l'époque, on l'avait plutôt acheté dans un rôle peut-être de doublure par rapport à Rice. Donc là, les attentes sur le poste de Zubimendi vont être importantes. Il va devoir très rapidement se mettre au diapason. Donc effectivement, l'intégration va être un point très important. Au niveau de son profil, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on superpose les hitmaps de Odegaard, les hitmaps de Declan Rice et les hitmaps de Zubimendi à la Sociedad, on a une complémentarité qui est quasi parfaite. On a un Odegaard, comme tu l'as dit, qui est très à l'aise dans les demi-espaces et sur le côté droit du terrain. On a un Zubimendi qui est très à l'aise dans sa propre partie de terrain, aussi bien à droite qu'à gauche que dans la partie centrale. Et on a un Rice qui est très à l'aise pour percuter et pour avoir la verticalité sur l'axe gauche. Pour moi, tu parles effectivement que Zubimendi est un joueur qui est créatif, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va avoir un énorme volume d'assists, un énorme volume de X assists ou un énorme volume de buts ou XG. C'est un joueur pour moi qui va avoir pour mission justement de devoir mettre sur orbite haute garde. Pour moi, il va pas marcher sur ses plates-bandes. Comme tu l'as dit, Zubimendi est très bon pour orienter le jeu et je pense que on va attendre de Odegaard qu'il soit très bon dans la dernière passe et dans sa faculté à combiner. Ce qui est différent de ce qu'on va attendre d'un Zubimendi d'être bon dans l'orientation du jeu. Donc pour moi, la mission principale entre guillemets, pour moi, ça va être de remettre justement Odegaard sur orbite, pardon, par sa faculté à orienter le jeu et d'être bon dans sa faculté à distiller les bons moments au bon moment. Voilà, donc pour moi, je pense que c'est plutôt complémentaire. Après, comme tu as dit, on ne voit pas l'avenir. Donc peut-être qu'effectivement, au début, ça va être un peu compliqué pour que tout le monde retrouve ses marques. Mais je trouve que dans l'approche de ce qu'on a vu à la Sociedad, de ce que Zubimendi sait faire, pour moi, je pense qu'on a une complémentarité qui se dessinerait. Je parle bien sûr Mhm. Conditionnel. au conditionnel, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir avec Partey peut-être en fin de saison dernière, où Partey était beaucoup plus aspiré par l'axe droit du terrain. Et effectivement, parfois, on avait l'impression qu'ils étaient trop collés l'un à l'autre et qu'ils étaient du coup qui se rendaient l'un et l'autre stériles parce qu'ils étaient dans la même zone de jeu. Et là, peut-être qu'on a enfin un joueur qui est capable de se balader à droite, à gauche, dans sa propre surface, et du coup, bah, d'orienter les bons ballons aux bonnes personnes au bon moment. Ouais. Permets-moi peut-être juste une contradiction par rapport à ce que tu as dit, qui n'influe absolument pas le but de ce podcast, mais je pense que quand tu dis que Merino était arrivé ou avait été recruté comme étant une doublure de Declan Rice, moi j'ai mis un doute là-dessus. Je vais te donner mon point de vue. Moi je pense que Merino, il avait été recruté pour être numéro 8 titulaire
à Arsenal avec un Declan Rice qui était en 6. Et je pense que la blessure de Merino, beaucoup trop précoce, à savoir au premier entraînement, a fait que Arteta a dû composer son effectif, que Partey n'était pas forcément dans la tête de Merino, un titulaire indiscutable au poste de numéro 6 vu la saison que venait de faire Declan Rice, qu'il a donc dû faire rentrer Partey en 6, qui a par contre répondu présent d'un point de vue footballistique sur la saison, et que Declan Rice, on l'a vu, a mis du temps à s'adapter, puisque le début de saison de Declan Rice, il n'était pas ouf. Parce que quand je te parle de Declan Rice, on se rappelle tous du zéro, hein, Hmm. de la- n'est-ce pas, Bien Louis? sûr, Ouais, bien sûr. je Allez. plaide coupable. Et que du coup, l'apprentissage du poste de numéro 8 et la deuxième partie de saison de Declan Rice a fait que Declan Rice est devenu un titulaire. Donc, c'était là où je nuancerais moi tes propos. Je suis pas sûr que Merino est arrivé comme une doublure. Maintenant, ça me permet un petit peu d'enchaîner sur les différents milieux que l'on pourrait voir en fonction des blessures, en fonction d'un turnover, etc. Euh, je pense que Zubimendi sera le 6 titulaire. Le gros avantage, c'est qu'on a aujourd'hui deux backups et on va y venir juste après, à savoir déjà le recrutement de Nordgard, un recrutement hyper intelligent d'après moi, d'un joueur qui arrive à la trentaine, qui n'a pas coûté grand-chose, qui a été un élément clé de l'équipe, de son équipe la saison passée, puisqu'il évoluait à, Brentford. à Brentford, pardon. Donc on a déjà une doublure et que potentiellement Declan Rice peut également descendre en 6 et que dans le cas échéant, Merino pourrait évoluer en 8 avec l'effectif que l'on connaît aujourd'hui. Il y a encore d'autres arrivées probablement qui vont se faire, mais voilà. Donc du coup, le poste de numéro 6 est quand même pas mal, on va dire, couvert, en tout cas par trois joueurs. Et ça, c'est plutôt intéressant, sachant que le titulaire est capable et il l'a démontré sur les 5 dernières saisons, d'enchaîner les matchs et de ne pas connaître énormément de blessures. Euh, sur l'aspect Zubimendi, je pense que tout a été dit. En tout cas, je pense que tu partageras mon avis. On a hâte de voir ses débuts déjà, que l'on espère très prometteurs, mais sur les premiers matchs amicaux, la tournée américaine, l'Emirates Cup début août, dans un peu moins d'un mois, parce que c'est le 5 et le 9 que l'on jouera à l'Emirates. Et on lui souhaite déjà de faire une grosse saison et de réussir et d'avoir une intégration, non pas dans l'effectif, mais dans la première ligue, qui lui permettra de s'épanouir dans son nouveau club et qui nous permettra, on l'espère bien entendu, d'aller chiner des titres dès la saison prochaine. Bah, c'est vrai que comparé à Merino, il a l'avantage d'arriver très tôt. C'est-à-dire que Merino est arrivé dans les derniers jours du mercato. Mhm. Donc effectivement, pour une intégration, c'est compliqué. Alors que là, comme tu l'as dit, il arrive avant la période de matchs amicaux, etc. Donc oui, je pense que comme tu as dit, on le verra très certainement titulaire sur le premier match amical. Je ne sais plus quand il est, mais je crois que ça approche d'ici peut-être 23, 15 je jours. crois, ou quelque chose comme Ouais, ça. peut-être que c'est une dizaine de jours à peu près. Donc, je pense qu'on verra déjà Zubimendi sur ses premiers matchs amicaux et ça nous donnera déjà une première idée de ce qu'on attend de lui, de ce que Arteta attend de lui. 23 juillet contre le Milan AC, effectivement, ouais. Et il a également un autre avantage par rapport à Merino, c'est qu'il a passé le cap du premier entraînement, sans se blesser. Oui, normalement, on croise les doigts. Bah, en tout cas, on n'a pas de nouvelles de l'infirmerie ou du club comme quoi Oui, mais qu'il c'est peut-être est parce que indisponible pendant 4 mois. C'est parce que Gabriel est blessé. Donc, forcément, vu que je ne sais pas s'il a déjà repris l'entraînement Gabriel, mais du coup, peut-être que s'il est au soin, heureusement, il y a moins de chances qu'il lui retombe dessus. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va lui retomber dessus. On ne sait jamais. On croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Euh, Louis, j'aimerais qu'on termine cet épisode-là euh, sur le mercato actuel et deux arrivées qui ont été l'une actée il y a de ça quelques temps, l'arrivée de Kepa en doublure de Raya pour un transfert en provenance de Chelsea, mais pour la maudite somme de 5 millions d'euros ou de livres.
en tout cas de De 5 livres, je millions de crois. livres, Ouais. ce qui est une révolution à Arsenal puisqu'on a décidé d'arrêter de mettre 25 millions dans les gardiens remplaçants. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on en avait parlé rapidement, je crois, dans l'épisode de bilan sur la défense et d'Arteta, où le nom de Kepa était déjà cité et où je disais que moi j'étais arrêté sur l'épisode du match face à City où il refusait de sortir pour la séance de tir au but et que très honnêtement, je m'étais arrêté là-dessus, mais force est de constater que qu'il ait été gardien titulaire ou non, Kepa, c'est deux Ligues des Champions, l'une avec Chelsea, où il était doublure de Mendy, l'autre avec le Real Madrid, où il était également doublure, mais c'est un gardien qui, en tout cas, s'il conserve son rôle de numéro 2 et qu'il l'accepte, visiblement c'est chose faite, sera capable déjà d'évoluer dans les coupes, parce qu'on a quand même recruté un gardien qui ne pouvait pas jouer les coupes, rappelons-le, en prêt, certes, mais qui ne pouvait pas jouer les coupes, et qui a été l'un des éléments importants de son équipe la saison dernière, puisqu'il évoluait avec Bournemouth, Oui, et qu'il a fait une saison relativement intéressante. Donc voilà, c'est un profil peu cher et intéressant. Et aujourd'hui, je crois, a été officialisée l'arrivée de Christian Nordgaard, un Danois de 31 ans, je crois, pour la somme de 15 millions de livres. Et c'est également, d'après moi, un recrutement intelligent. Alors je dis d'après moi parce que je vais forcément te demander ton avis là-dessus. Puisque 15 millions pour un club anglais, ça se paye en une fois, je suppose. Je crois qu'il y a 2 millions ou 3 millions de bonus. Je me demande même si oui, c'est c'est pas ça. 10 plus 2 Je ou crois, je 15 crois que plus. c'est 10, je crois que c'est 10 plus 2 ou 10 plus 5, mais je crois que là-bas, c'est effectivement 10. Et après, j'ai plus en tête les bonus. Et si on devait faire le pendant, bah, finalement, c'est un petit peu le joueur d'expérience qui va prendre la place de Jorginho, qui vient pour être un remplaçant annoncé et qui pourra faire jouer toute son expérience de la première ligue, puisque là, pour le coup, c'est quand même un joueur qui était titulaire encore la saison passée et qui a été un titulaire important pour son équipe, puisque lui évoluait à Brentford, Oui, voilà, qui a été même capitaine tout à de fait. Brentford et je vous invite à aller lire l'article qui vient de paraître sur notre site internet et qui parle justement de Christian Nordgaard. Tout ça pour dire que d'après moi, même si je sais très bien, et toi le premier, que la fanbase n'a Dieu que le recrutement d'un poste de numéro 9 et si ce n'est le poste de numéro 9 en tout cas de profil offensif, mais je pense qu'en attendant peut-être des annonces un peu plus euh, honorifique ou important pour la fanbase, je trouve que le recrutement qui est fait, pour l'instant, il est fait de façon très intelligente et c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir et déjà si tôt dans l'intersaison, puisque là, quand même, Kepa et Nordgaard, je crois que sur les réseaux, entre le moment où les premiers tweets en disant que Arsenal avait un intérêt pour Nordgaard et c'est fait, je crois qu'il y a eu 2 jours, quoi, quelque chose comme ça. Donc, Ouais. ça a été fait assez rapidement. Et j'aimerais avoir ton avis justement sur ce début de mercato. Alors, sur l'aspect, effectivement, Norgard, Kepa, je pense que tu as à peu près tout dit. Deux sujets qui me viennent en tête. Si tu te souviens bien, on avait fait le podcast du coup sur Bertha, au moment où il avait été désigné au Oui, directeur sportif. Et justement, on avait dit que quand on regardait un peu les mercatos qu'il avait fait à Atlético, on avait dit qu'effectivement, il était capable de casser la banque pour ses six principales. Et pour traiter la profondeur, il aimait bien faire des coups qui étaient plutôt malins. Plutôt malins, c'est soit des joueurs libres, soit des joueurs d'expérience qui va payer pas très cher. Et ben là, typiquement, on est vraiment dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'effectivement, tu prends deux gars, alors certes des trentenaires, mais tu prends deux gars qui ont une énorme expérience Première Ligue et qui sont capables d'accepter leur rôle de doublure. Donc là-dessus, effectivement, on a tout du recrutement malin. Et c'est un peu ce que moi, à titre personnel, j'appréciais moyennement chez Edu, c'est que parfois, je trouvais qu'il manquait un peu d'intelligence dans ses deals ou dans les deals qu'il voulait faire. On avait l'impression qu'il y avait un plan A,
Mais si le plan A se faisait pas, bah, tout de suite, ça se compliquait. Ce qui nous a mené bon, on l'a bien vu cette saison, à avoir un problème de profondeur et où on était obligé de faire du bricolage. Je pense que ça a échappé à personne sur cette saison 2024-2025, où on a eu des Zinchenko au milieu de terrain ou des Tierney ailier gauche, parce qu'on n'avait pas assez travaillé notre profondeur et on s'était trop focalisé sur le 11 de départ. Chose que je peux comprendre. Mais là, c'est qu'effectivement, bah, on a devant nous le capitaine de Bradford, et on a un gardien de 30 ans qui a joué à Bournemouth et qui a joué à Chelsea, qui vient dans un rôle de doublure, qui dit très clairement, moi, je suis capable et j'ai envie de challenger David Raya pour lui prendre sa place. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, c'est qu'on n'a pas un mec qui vient, disons, ouais, bon, moi, je suis bien dans mon rôle de doublure, je suis content, et puis voilà. C'est qu'on a vraiment la volonté d'un mec qui vient pour dire, moi, je viens pour challenger en tant que numéro 2, je viens pour challenger David Raya. Et ça, on sait que Arteta apprécie toujours la concurrence entre les joueurs. Donc, quand tu prends un joueur à 5 millions de ce côté-là, c'est toujours intéressant. Après, sur le début du mercato, c'est marrant parce qu'on a un peu parlé sur le Discord tout à l'heure, Raoul, où je jouais un peu sur les mots en disant est-ce que je trouve que est-ce que le mercato est ambitieux ou est-ce que je suis convaincu par notre mercato? Mhm. Et moi, je disais que pour le moment, j'étais pas convaincu. Parce que si je joue sur les mots, moi je suis convaincu qu'une fois que j'ai essayé la chose ou qu'une fois que j'ai la chose entre les mains. Or, pour le moment, notre mercato n'est pas fini. Donc je serai convaincu qu'une fois que j'aurai la globalité du mercato. Par contre, effectivement, je trouve qu'on est ambitieux dans ce qu'on vise. Je trouve qu'on est ambitieux dans les joueurs qu'on essaye de ramener, dans les joueurs qu'on vise en termes de profil, que ça soit Eze, que ça soit Gyökeres, même Madueke. Alors effectivement, Madueke, un peu comme tout le monde, je suis un peu surpris, j'ai envie de dire, par la piste, mais je pars du principe que Arteta ou Berta ne sont pas les fous du bus. Donc, ils ont une idée, à mon avis, bien précise avec Madueke, même si je trouve qu'effectivement, bah, c'est une cible qui est trop chère par rapport à ce que ça apporte sur le terrain. Donc, convaincu, pour le moment, je ne sais pas. J'espère l'être d'ici un mois. Par contre, je trouve qu'effectivement, on est assez ambitieux et assez logique dans notre façon de travailler et dans ce qu'on vise à renforcer sur le terrain. Ouais, parce que numérairement, on perdait un gardien en prêt remplaçant qui ne jouait pas, on en récupère un autre qui nous appartient et qui va pouvoir jouer. Numérairement, toujours parlant, au milieu de terrain, deux fins de contrat, Partey, Jorginho, on récupère Zubimendi dans le garde. Le départ de Tierney, pardon, je cherche les mots, euh, a pas forcément besoin d'être comblé de par le nombre de latérales ou de latéraux, pardon, que l'on a. Après, maintenant, c'est sûr que tous les yeux sont focus sur l'attaque et l'attaquant providentiel que la fanbase recherche. Et sur le sujet, notamment Rodrigo. Alors pour moi, Rodrigo, ça ne se fera pas. Je pense pas. On on peut être amené à, pas à douter, mais à y croire encore un petit peu, pardon. Mais il faudrait vraiment pouvoir vendre Martinelli pour le prendre. Et encore, je sais même pas si la vente de Martinelli suffirait à, comment dirais-je, à récupérer Rodrigo, tant en termes d'indemnité de transfert qu'en termes de salaire. Et puis après, il y a toujours cet épisode, alors qu'il n'est plus vraiment un épisode, puisque la piste Sesco semble quand même s'éteindre petit à petit, ou en tout cas s'essouffler petit à petit, contrairement à la piste Guillaume où il y a une vraie volonté de la part du joueur déjà de rejoindre le club d'Arsenal, et que Oui, visiblement, il y a une première proposition qui a été faite par le club qui a été jugée insuffisante par le club portugais, et que, encore une fois, d'après les sources qui se regroupent notamment sur X, il y aurait de nouveau des pourparlers, des négociations qui sont prévues pour ce week-end avec le joueur. Alors, bien entendu, qu'on espère tous être rapidement fixés, d'une part, pour que, d'un point de vue logique, plus tôt le joueur est recruté, plus tôt il va pouvoir intégrer le groupe
la phase de préparation, et on le sait tous que plus tôt la cohésion d'équipe se fait, plus tôt tu peux travailler sur des automatismes et sur une intégration, et mieux c'est. Chose que l'on n'a pas forcément connue ces dernières années, notamment, tu l'as dit tout à l'heure, avec l'arrivée tardive de Merino, l'arrivée regrettable et au dernier jour de Sterling, pardon, Sterling. j'ai déjà oublié ce joueur et presque son nom. Donc voilà, on est dans l'attente, mais je pense qu'effectivement, c'est je veux dire, un début de mercato rassurant d'une part dans la logique, surtout dans la logique mise en place Oui, par Arteta et par Berta, probablement insuffisante pour la fanbase parce que ça ne comble pas certains manques que l'on a pu connaître cette saison. Mais en tout cas, moi, ça me permet de patienter tranquillement. Je sais que, je veux dire, toi le premier, puisque moi, je vous lis tous les jours sur le Discord. Vous êtes quand même au taquet sur toutes les informations transferts. Dès qu'il y a quelque chose sur le Gyökeres, c'est partagé. Et on en a déjà parlé assez longuement, soit en off, soit dans les épisodes, soit j'en ai beaucoup parlé avec Jonathan. Moi, c'est une phase de la saison où je suis d'une sérénité absolue. C'est-à-dire que vu que je ne peux pas influencer, etc., bah, j'attends de voir. Et puis après, une fois que c'est signé, on aura toujours le temps d'en débriefer dans des épisodes, comme on vient de le faire actuellement, toi et moi, Louis. Je pense qu'on a fait le tour de la question de ce recrutement malin, de l'arrivée de Zubimendi, et puis associé avec Kepa et Nordgaard. Wait and see pour la suite. J'espère qu'on va pouvoir faire très prochainement de nouveaux épisodes euh, qui sont basés sur le mercato. Euh, je te remercie de ta participation. Il est temps pour moi de faire la petite pub de l'assaut et de vous inviter, amis auditrices et auditeurs, à nous suivre si ce n'est pas déjà fait sur X, à nous suivre sur Instagram, et puis à aller un petit peu surfer sur le site internet arsenalfrenchclub.com où il y a de nouveaux articles qui viennent d'être publiés très récemment. Alors aujourd'hui sur Nordgard, et puis il y a une sorte de carte blanche qui a été proposée à la rédaction sur le cas, pardon, Thomas Partey, où tu as d'ailleurs participé à cette carte blanche, Louis. oui. Tu y allais de ta plume. Alors, pour ceux qui se posent la question, pour le moment, l'assaut ne souhaite pas forcément se prononcer. On se dit les choses, hein, voilà. Il y en a qui seraient très partants de faire un épisode sur ce qui se passe actuellement et notamment sur ce que le club, la position du club. Il y en a d'autres qui préfèrent tempérer et l'avis général est à la temporisation, donc on va tempérer. Mais voilà, en tout cas, sachez que c'est pas parce qu'on n'en parle pas sur l'épisode coup de canon que on cautionne ce qui s'est passé et je vous invite à lire cette carte blanche où Jonathan, Louis et notre président Corentin s'expriment parce que je crois que tout est dit. Et si vraiment vous voulez encore aller un peu plus loin, je vous invite à lire l'article rédigé par Philippe Auclair qui est disponible sur Eurosport où là, je crois que tu l'as lu, Louis, l'article que j'ai partagé? Pas encore, Bah, je t'invite mais à je aller vais le le lire faire et de ce pas. franchement, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire ou à lire en tout cas que ce que Philippe Auclair a écrit. Tant Mais c'est pertinent. on précise bien que c'est pas parce qu'on temporise qu'on protège Thomas Partey Absolument pas. ou Parce qu'on qu'on cautionne le assiste par club. voilà Voilà. exactement ou on assiste parfois à des courts-circuits sur Twitter. Donc non, on temporise parce qu'effectivement le sujet est touchy et le sujet touche un pan juridique et légal. Et donc effectivement, comme on n'a pas, bah nous on n'est pas juriste, on n'est pas avocat, on n'a pas le dossier devant nous. Bah, c'est un peu compliqué de nous exprimer sur le dossier, outre le fait euh, que ce qu'on a écrit sur l'article en disant qu'effectivement, bah, on était indigné à juste titre de ce qu'on a lu sur ce qui s'est passé, sur ce quoi Thomas Partey est accusé. Mais en aucun cas, le fait de temporiser doit être vu comme un cautionnement ou un moyen de protéger Thomas Partey ou ce qui s'est passé dans l'affaire. Et indépendamment, je vais le dire très clairement, si les gens nous posent la question, est-ce que l'on cautionne, pardon, le comportement du club? La réponse est très clairement non. Et là, je pense que je parle au nom de l'ASSO. Est-ce que l'on Oui, cautionne qu'Arteta ait demandé la prolongation de Thomas Partey en connaissance de cause? La réponse est non.
Voilà. Et si on devait faire un épisode là-dessus, il durait à peu près 30 secondes, puisque nous ne cautionnons absolument rien de ce qui a été fait dans ce dossier-là, même si pour l'instant il n'y a qu'une inculpation et non pas une condamnation. Et que quand bien Oui, même il serait blanchi, je trouve que les démarches du club n'ont pas été faites, que d'un point de vue éthique, bien entendu, même en tant que fan d'Arsenal, quand on prend le Visit Rwanda ou quand on prend le traitement du cas Partey, on ne cautionne absolument pas. Et ça, c'est dit, redit, on l'a dit à maintes et maintes fois. Et si vous voulez, on pourra le répéter à chaque épisode. Sauf que effectivement, il y a des aspects juridiques entre déjà juridiques droit anglais. Parce qu'avoir des avocats français qui sont fans de foot, qui pourraient nous aider, et tu as un ami d'ailleurs qui nous a renseigné dans un premier temps, oui, et c'est très très intéressant, mais on est sur du droit français, alors que l'affaire concerne un droit anglais, et que donc du coup voilà, on veut pas vous raconter n'importe quoi, parce que même si moi je prépare jamais mes, mes épisodes, je suis toujours entouré de gens qui viennent avec des stats ou avec des choses très factuelles, et que là actuellement ça touche un sujet que nous ne maîtrisons pas, et c'est pour ces raisons-là qu'on ne le traite pas. Mais effectivement, il était important de redire notre indignation et notre mécontentement par rapport à ce sujet-là. Et il y a des choses plus heureuses à lire également sur le site. Donc voilà, vous invitez à aller sur le site et à vous inviter, si c'est pas encore déjà fait, à vous abonner à Coup de Canon parce que les épisodes vont s'enchaîner entre les informations mercato, la présentation de membres de l'assaut, des face-à-face. Il y a un face-à-face avec Nico Bourset de la Team Podcast qui va sortir très prochainement. Donc voilà, restez, comme ils disent en Angleterre, pardon, stay tuned et puis en attendant de belles choses à venir. Louis, passe une très bonne soirée. À nos auditeurs, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Come on, Gunners! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.